Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, nous poursuivons notre discussion avec Bernard Michon et Éric Saugera, tous les deux historiens. Éric Saugera, vous êtes spécialiste de la traite négrière atlantique. Je signale à nos éditeurs que notre invité travaille à l'élaboration d'un répertoire des expéditions de traite entreprises par les Français sous le Consulat et l'Empire. Cette recherche au long cours doit être publiée en 2018, peut-être aux éditions Drose. Merci Bernard pour cette précision. Alors, l'émission d'aujourd'hui justement est consacrée à cette minutieuse étude. Je rappelle que la période du consulat débute avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Nous sommes donc le 18 Brumaire et donc ce coup d'État a lieu, donc si on reprend le calendrier, en 1799 et l'Empire débute en 1804. Alors, Éric Saugera, il s'agit d'une étude au long cours que vous avez eu l'occasion de mener. Comment en êtes-vous venu à travailler sur ce sujet ? Bien, c'est une rencontre avec le professeur d'Aget, Serge Aget, qui était le spécialiste de la traite des Noirs jusqu'à son décès en 1992. Et en 1985, j'ai commencé un mémoire de maîtrise avec lui. C'est-à-dire que son idée était de relier les deux répertoires. Jean Métas avait écrit un répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle en 2 volumes, qui ont été publiés par Serge Aget, parce que Jean Métas est mort en 1976. Et Serge Aget, de son côté, avait publié un répertoire des expéditions à la traite illégale de 1814 et 1850. Ça veut dire qu'entre 1794 et 1814, il y avait 2 décennies à propos desquelles on ne savait rien. Donc Daget m'avait dit, écoutez, Saugera, essayez d'aller explorer les archives, de savoir si par hasard il n'y aura pas eu des expéditions négrières pendant cette période. J'ai commencé par Nantes, où j'ai trouvé 14 navires négriers, ce qui comme était beaucoup pour une année. Et donc j'ai commencé ma thèse à ce moment-là, et je suis allé dans tous les ports de France, et tous les ports de France, à l'exception notable de La Rochelle, ont armé à la traite pendant la paix d'Amiens, donc de mars 1802 à mai 1803. Et quel fonds d'archives vous avez mobilisé pour réaliser ce vaste répertoire ? Vous disiez est allé partout en France ? Toutes les archives départementales portuaires, Seine-Maritime, la Charente-Maritime, la Gironde, Loire-Atlantique, etc. Les services historiques de la marine, Rochefort, Cherbourg, Toulon, Brest. Les archives nationales, les archives du ministère de la Marine à Vincennes. Donc il y a vraiment beaucoup de centres d'archives, mais qui sont très dispersés. Et combien de temps vous avez mis pour réunir ? Beaucoup de temps. Parce que je n'ai pas fait que ça, évidemment. Oui, j'ai d'autres travaux, etc. Donc il y a les archives dont je vous parle en France, mais il a fallu que j'aille dans beaucoup de villes européennes. Je suis allé à Londres, à Anvers, à Amsterdam, Copenhague, à Madrid, à Séville, aux États-Unis, parce que la traite des Noirs est un commerce mondialisé, globalisé avant l'heure, et ça nécessite de se déplacer beaucoup. Mais c'est ce qui faisait le grand intérêt de cette recherche. Vous l'avez dit, c'est une période très courte, une année à peu près, au moment de cette paix d'Amiens, avant sa rupture. Vous l'avez dit dans une précédente émission, peu de gens savent que Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage en 1802. Alors, il y a un débat historiographique sur, je dirais, la position de Bonaparte par rapport à ce rétablissement de l'esclavage. Est-il finalement victime, entre guillemets, de son entourage, ou était-il lui-même militant de ce rétablissement ? Alors, comme vous le dites, il y a 2 cas d'école. Il y a une école qui pointe la responsabilité première de Napoléon Bonaparte en disant que dès le début de son consulat, il avait l'idée de rétablir l'esclavage. Et un des arguments majeurs de l'auteur de cette thèse, c'est de montrer qu'il s'est entouré d'un lobby esclavagiste extrêmement fort, que dans son entourage, il y avait les anciens intendants de Saint-Domingue, les gouverneurs généraux de Saint-Domingue, etc. Très nombreux auteurs esclavagistes faisaient partie de son entourage. Donc c'est pas un hasard. Alors, une deuxième école de gens qui sont plus favorables à Bonaparte, comme Thierry Lenz, par exemple, qui est un spécialiste de Napoléon, mais pas du tout d'esclavage, essaie de le dédouaner en disant que finalement Napoléon Bonaparte était indifférent au sujet, comme l'essentiel de la population française, et que bon, il a rétabli l'esclavage, mais c'était pas vraiment une préoccupation majeure du premier consul.
Voilà. Moi, je pense que la première option est la mienne. Voilà. La preuve, c'est qu'il a quand même voulu recouvrer l'île de Saint-Domingue. Donc, c'était couplé. Leopards lays each on plush pillows, slender capes of raiding chrome, paperback dreams in their deep toes, twitch their toes to black mambo. Slow down, it's a science. He's been waiting to bring you down. Snake eye, a sly smile. He can hold you and shake you dry. Wanna play cheat? I says the slow. A domino flies to his nose. Tickle that cheek and take your throne. Pump your veins with gushing gold. Slow down, it's a science. He's been waiting to bring you down. Snake eye with a sly smile. He can hold you and shake you dry. We can hold you. 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 Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Éric Saugera. Alors, combien d'expéditions de traite avez-vous pu recenser à travers vos recherches sur ces vastes archives ? Un peu moins d'une centaine. Voilà, j'en suis au chiffre de 90. Alors je dis j'en suis parce que je continue à en trouver. J'ai trouvé une expédition à Rochefort il y a quelques mois que j'ai trouvé dans les archives anglaises et à laquelle je m'attendais pas du tout. Donc on va dire 90 expéditions sur une année pour 12 ports. Et par rapport à ces ports, donc, quels sont les principaux ports d'armement négriers ? Le principal est Bordeaux, Oui. avec 23 armements et 26 expéditions. 3 armements ayant fait 2 expéditions dans l'océan Indien. Alors, en fait, c'est une première place qui est logique, parce que après la guerre d'indépendance américaine, on voit que Bordeaux rattrape de plus en plus Nantes à mesure qu'on s'approche de la Révolution française. Et donc, ça a été dans la logique des choses que Bordeaux double Nantes pendant cette période. Et
en partie à cause du fait que Bordeaux a été un port corsaire qui a gagné beaucoup d'argent. Et en 1802, il y a des armateurs bordelais corsaires qui ont des sommes importantes à consacrer aux expéditions maritimes, notamment négrières. Nantes était donc la seconde ville. Alors, donc, pour la première fois de son histoire, Nantes, est la seule fois, a été deuxième port négrier national, après l'avoir été pendant tout le XVIIIe siècle, et avant de le redevenir à partir de 1814 jusqu'en 1830. Alors, existe-t-il des spécificités dans les expéditions de traite que vous avez pu recenser, spécificités par rapport au XVIIIe siècle? Est-ce que des circuits ont pu évoluer par rapport à ce qui a été observé sur ce long XVIIIe siècle? Alors, oui, à partir de la guerre d'indépendance américaine, on voit de plus en plus de bateaux qui vont vers l'océan Indien. Les navires vont à l'île de France, Maurice aujourd'hui, à l'île Bourbon, La Réunion aujourd'hui. À partir de là, vont sur la côte orientale, Mozambique, Zanzibar, ramènent une première cargaison de noirs à l'île de France principalement, et ensuite retournent sur la côte d'Angola chercher une deuxième cargaison de noirs qu'ils vont vendre aux Antilles ou en Amérique. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait dans le dernier quart du XVIIIe siècle, et ça prend une grande extension au début du XIXe siècle, pour une raison, c'est que l'esclavage qui a été aboli en 1794, en fait, n'a pas eu d'effet dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, on a continué à faire la traite des Noirs entre l'île de France et la côte orientale de l'Afrique. D'accord, le circuit était donc encore utilisé. Voilà. En 1802, la traite est de nouveau autorisée. Il y a une véritable effervescence et j'ai eu l'occasion de vous entendre récemment évoquer cette effervescence dans le port de Nantes. Pouvez-vous nous en dire davantage, Éric Saugera ? Bien, évidemment, lorsque l'esclavage a été aboli en 1794, ça n'a pas vraiment répondu à l'attente de la majorité des gens. Forcément, les ports comme Nantes et Bordeaux tiraient une grande partie de leurs revenus de la traite et l'esclavage. Et lorsque l'esclavage a été rétabli, eh bien, les gens se sont dit, on va recouvrer notre prospérité passée et perdue. Et dans les gazettes commerciales, nantaises, havraises, bordelaises, marseillaises, on voit paraître des dizaines d'annonces, de gens de toutes catégories sociales, des quincailliers, des droguistes, des épiciers, des couturiers, des aubergistes, etc., qui passent des annonces concernant la traite des Noirs. Un forgeron qui va fabriquer des marmites pour la traite, des fers à esclaves, des colliers, etc. C'est quelque chose absolument... À travers toutes les réclames. Voilà, c'est des publicités qui sont faites par ces gens-là en disant, écoutez, venez dans notre boutique, achetez des articles propres à la traite. Et on en trouve une quantité extrêmement importante dans tous les ports français. Donc on voit bien comment finalement la traite, nous l'avons déjà évoqué, mais fait vivre toute une économie et un nombre de personnes très importantes au-delà du négociant armateur, au-delà de l'équipage, au-delà des intéressés et propriétaires du navire. On a toute une économie qui vit pour la traite et qui, après une longue période d'interruption des campagnes de traite, se retrouve avec l'idée que les choses vont repartir, et que la prospérité va revenir. Et d'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs que nous avions évoqué justement le port de Nantes et toute l'économie autour de la traite négrière, donc à Nantes. Éric Saugera et Bernard Michon, merci. Donc on se retrouve la semaine prochaine et cette fois, donc, nous allons parler du port de Bordeaux. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Très belle fin de journée. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.